La majorité des adolescents de nos jours manquent de sommeil. Un grand nombre d'entre eux ne dort que 7h30, tandis que le nombre d'heures de sommeil recommandé est 9 heures. Au moins 2/3 des adolescents ne dorment pas suffisamment selon la CDC et 72,7% des étudiants de secondaire 4 et 5 ont déclaré ne pas dormir suffisamment. De ces 72,7%, 20% ont déclaré dormir moins de 6 heures par nuit. Ceci est alarmant, puisque le manque de sommeil cause beaucoup de problèmes de santé à long terme, notamment des hallucinations accompagnées d'épisodes de manie chez les bipolaires. D'autres maladies et troubles psychologiques communs incluent un comportement impulsif, l'anxiété, la dépression, le paranoïa et des pensées suicidaires. Ceci est dû au fait que les adolescents passent beaucoup trop de temps sur les devoirs et les études à cause de la pression d'avoir de bonnes notes pour entrer au CG qu'ils veulent. Ironiquement, de nombreuses études montrent que les étudiants qui dorment moins souffrent sur le plan scolaire, car la perte de sommeil chronique nuit à la capacité de récupérer des informations, de se concentrer, de penser de manière abstraite et de résoudre des problèmes. Dans l'une des nombreuses études sur le sommeil et les résultats scolaires, Madame Carskadon et ses collègues ont interrogé 3000 élèves du secondaire et ont constaté que ceux qui avaient de bonnes notes disaient qu'ils dormaient plus, se couchaient plus tôt les soirs d'école, que les élèves qui avaient de moins bonnes notes. Une autre cause du manque de sommeil inclut les adolescents, ont tendance à utiliser des réseaux sociaux après qu'ils finissent leur travail. Ali Abdaal, un YouTuber célèbre pour ses vidéos qui donnent des conseils d'études, a trouvé une solution à l'échelle non gouvernementale pour couper les temps d'études réguliers afin d'avoir plus de temps de sommeil, la répétition espacée. Pour comprendre comment cette méthode marche, il faut identifier quelles sont les zones du cerveau qui affectent la mémoire sémantique. La mémoire sémantique fait référence aux représentations stockées de faits significatifs ou de connaissances du monde, indépendamment du contexte spatio-temporel dans lequel l'information a été acquise et sans information sur les expériences personnelles entourant l'apprentissage de l'information. Par exemple, le concept de dîner en est un, mais pas l'expérience d'un repas particulier, et est nécessaire pour le langage. Elle est l'une des deux principales variétés de mémoire explicite. Cette dernière est une forme de mémoire qui constituée de faits et d'événements pouvant consciemment rappeler ou déclarer. Voici le cortex cérébral. Le cortex cérébral est divisé en 4 lobes majeurs, le lobe frontal, pariétal, temporal et occipital, qui est chacun responsable du traitement de différents types d'informations sensorielles. Seulement les lobes temporaux et pariétaux ont des gyrus qui prennent en charge de la mémoire à long terme. Un gyrus est un ensemble de replis sinueux délimités par des sillons plus profonds ou constants qui marquent la surface du cerveau. Commençons par identifier le gyrus du lobe temporal, qui se situe sur le sommet, le gyrus temporal supérieur. Son rôle est de recevoir les informations auditives. Dans ce lobe se tient une qui se nomme l'aire de Wernicke. Wikipédia décrit que les personnes ayant une lésion à cet endroit possèdent un déficit de compréhension du langage, oral comme écrit. Selon cette phrase, l'aire de Wernicke gère la compréhension du langage oral et écrit. Quant à l'application du gyrus angulaire chez l'étudiant, il serait activé dans des exercices de compréhension de lecture, interprétation des énigmes mathématiques. On pourrait donc avoir un élève qui a une bonne répertoire de vocabulaire, mais une pauvre perception et ou interprétation des situations au niveau émotionnel, si son gyrus angulaire est endommagé. Il n'arrivera plus à déchiffrer le sarcasme et le ton d'un texte narratif. Il existe un lobe qui ne fait pas partie des 4 lobes majeurs tout en étant essentiel à la consolidation de la mémoire, le lobe limbique. Le lobe limbique est spécial, car il peut être défini comme une sous-section du lobe frontal, du lobe pariétal et du lobe temporal. La partie spécifique de ce lobe qui permet de consolider les mémoires et de les encoder est l'hippocampe, une composante du cerveau située dans le lobe temporal médian. Le terme médian correspond à un niveau plus profond que la partie extérieure du lobe en question, donc l'hippocampe se situe dans la partie intérieure du lobe temporal. Le lobe limbique n'est que visible s'il est vu à partir d'une coupe transversale. Sur ce schéma photographique, notez que le lobe temporal est jaune. Le rôle principal de l'hippocampe est de coder la mémoire, avant que cette dernière puisse être stockée dans la mémoire à long terme. D'un point de vue pratique, on peut dire que l'hippocampe est utile pour mémoriser les connaissances lorsque nous les faisons face pour la première fois, comme la mémorisation du tableau périodique, des dates historiques, des listes de vocabulaire, des définitions mathématiques, etc. Et une fois stockée dans la mémoire à long terme, elle n'est plus vraiment nécessaire, et ce sera plutôt le travail des connexions synaptiques d'un réseau neuronal, qui est l'activation simultanée de plusieurs groupes de neurones dans différentes parties du cerveau. Cependant, pour les mémoires visuelles,
comme des fiches anatomiques, l'identification des points d'intérêt et des œuvres d'art, seul l'hippocampe en est responsable. Maintenant que nous avons identifié les principaux acteurs, comment peut-on faire en sorte que les neurones qui connectent les faits divers que nous apprenons restent en permanence? Pour atteindre notre but de retenir les connaissances que nous apprenons en permanence, nous devrons d'abord comprendre pourquoi nous les perdons. Il n'y a pas de recherche conclusive, mais une théorie consistante a été acceptée par la communauté scientifique, la théorie du déclin, traduite de K-théorie. La raison pour laquelle il n'y a pas de consensus est du fait que cette théorie est basée d'une expérimentation qui ne comporte que des statistiques, mais pas de preuves physiques au niveau neurologique. L'origine de cette théorie est attribuée au psychologue allemand Hermann Ebbinghaus en 1885, qui a soumis une hypothèse que la perte des connaissances acquises apprises à court terme est due au fait que le taux d'oubli est exponentiel. Ces données indiquent également que les gens oublient 80% de ce qu'ils apprennent seulement un jour plus tard. Dans une étude conduite par les chercheurs du MI, les participants qui ont été testés dans les 15 ans suivant l'obtention de leur diplôme avaient une précision d'environ 90% dans l'identification des noms et des visages. Après 48 ans, ils étaient précis à 80% pour l'identification verbale et à 70% pour l'identification visuelle. Le active recall était pire. Après 15 ans, le taux de précision était de 60% et après 48 ans, il était de 30%. Pour comprendre comment combattre l'oubli, il suffit de connaître les 3 étapes de la mémoire et aussi le concept de la consolidation. Une méthode devisée pour combattre l'oubli surnommée les 3 étapes de la mémoire a été mise en place par Richard Atkinson et Richard Schifrin en 1971. Pour qu'une mémoire puisse être stockée pour longtemps, les informations entrantes sont transférées par la mémoire sensorielle à la mémoire à court terme, puis à la mémoire à long terme, plutôt que d'arriver en une seule fois. Ces étapes ont été proposées pour la première fois par Richard Atkinson et Richard Schifrin, 1968. Leur modèle de la mémoire humaine, appelé Atkinson-Schifrin, AS, repose sur la croyance que nous traitons les mémoires de la même manière qu'un ordinateur traite les informations. La première étape de la mémoire est le codage. Le codage de la mémoire permet de convertir l'information en une construction qui est stockée dans le cerveau indéfiniment. Une fois encodée, elle peut être rappelée à partir de la mémoire à court ou à long terme. À un niveau très élémentaire, l'encodage de la mémoire est comme si l'on appuyait sur enregistrer dans un fichier informatique. Une fois qu'un fichier est enregistré, il peut être récupéré tant que le disque dur n'est pas endommagé. Le terme rappel fait référence à la récupération d'informations précédemment encodées. Le processus d'encodage commence par la perception, c'est-à-dire l'identification, l'organisation et l'interprétation de toute information sensorielle, afin de la comprendre dans le contexte d'un environnement particulier. Les stimuli sont perçus par les sens, et les signaux correspondants voyagent jusqu'au thalamus du cerveau humain, où ils sont synthétisés en une seule expérience. L'hippocampe analyse ensuite cette expérience, et décide s'il vaut la peine de s'engager dans une mémoire à long terme. Puis, ce processus est réalisé à l'aide de substances chimiques et d'impulsions électriques dans le cerveau. Les voies neuronales, ou les connexions entre les neurones, cellules du cerveau, sont en fait formées ou renforcées par un processus appelé potentialisation à long terme, qui modifie le flux d'informations dans le cerveau. En d'autres termes, lorsqu'une personne fait l'expérience de nouveaux événements ou de nouvelles sensations, le cerveau se recable afin de stocker ces nouvelles expériences dans la mémoire. La partie du cerveau responsable de ce processus est le gyrus angulaire. En divisant l'information en petits groupes, il est plus facile de se souvenir d'un plus grand nombre d'éléments pendant une courte période. Une fois l'information encodée, nous devons la conserver. Nous passons donc à la deuxième étape de la mémoire, le stockage. Pour que l'information soit enregistrée permanemment, il faut qu'elle soit stockée dans la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme avant d'être conservée dans notre mémoire à long terme. La mémoire sensorielle est une source de mémoire à très court terme, mais de grande capacité. Elle est stockée dans le thalamus. Une façon de penser à ce type de mémoire est comme le début de votre mémoire. Lorsque vous absorbez tout ce qui vous entoure, à travers des 5 sens, seulement une fraction de la mémoire sensorielle sera transmise à la mémoire à court terme. Avant d'être transmis dans la mémoire à court terme, des chercheurs estiment que cette mémoire ne dure qu'une fraction de milliseconde. Quant à la mémoire à court terme, c'est de l'information qu'une personne pense et qu'il s'en souvient avec toute conscience dans le présent. Cela peut aussi être appelé mémoire active, puisque la personne n'a pas besoin de rappeler cette information pour que cela dure 30 secondes.
Sachant que les mémoires à court terme n'ont pas besoin d'être rappelées en beaucoup de temps comparé à la mémoire à long terme, cela sera plus difficile pour le cerveau de stocker les infos à court terme. On estime environ 5 à 9 informations pouvant être stockées à court terme selon Memory Loss et The Brain, une infolettre du projet Memory Disorder de l'université Rutgers. À cause de cela, il est fréquent qu'une nouvelle information obtenue pousse une autre information de la mémoire à court terme, donc cela pose un problème très grave lors de l'apprentissage et de la mémorisation d'une matière à l'école. Pour que l'information stockée dans la mémoire à court terme puisse passer à la mémoire à long terme, il faudra avoir des changements dans le cerveau qui protègent la mémoire contre les interférences de stimuli concurrents ou les perturbations dues à des blessures ou à des maladies. Ce processus se nomme la consolidation. Puis, la mémoire à long terme fait référence au stockage d'informations sur une période prolongée qui dure de quelques minutes à plusieurs décennies. Généralement, ce type de mémoire peut stocker continuellement de l'information grâce à sa capacité illimitée. Pour rester dans l'analogie avec les ordinateurs, les informations contenues dans votre mémoire à long terme seraient comme celles que vous avez sauvegardées sur le disque dur. Elles ne sont pas présentes sur votre bureau, votre mémoire à court terme, mais vous pouvez les récupérer quand vous le souhaitez, du moins la plupart du temps. Après que la mémoire soit stockée dans la mémoire à court ou long terme, il faudra récupérer l'information afin de l'utiliser. La troisième étape de la mémoire s'agit d'utiliser un moyen pour récupérer la mémoire. Les 3 moyens les plus fréquemment utilisés sont le rappel actif, le réapprentissage et la reconnaissance. Nous allons nous concentrer sur le rappel actif, car il est interrelié au fondamental de la répétition espacée, la technique fondamentale pour résoudre les problèmes de sommeil et la réussite académique. Dans le contexte d'une période remplie d'examens, le rappel actif est le plus efficace et le plus souvent utilisé pour consolider tout ce qu'on a appris, parce que cette technique stimule activement la mémoire pour une pièce d'information. Pour encore accélérer le processus de consolidation lors de l'apprentissage de nouvelles informations, les stratégies de répétition et de mémorisation, comme l'étude et les dispositifs mnémoniques et la répétition, sont quelques techniques et l'un des meilleurs moyens de s'assurer que les informations sont consolidées. Pour combattre la perte de connaissances précieuses due à la durée limitée de la mémoire à court terme, un très grand nombre d'adolescents ont recours à l'apprentissage par cœur, puisque c'est une technique enseignée depuis l'école primaire. Avant de continuer, il faut souligner le fait que l'apprentissage par cœur ne fait pas partie du rappel actif, parce que cette technique n'arrive pas à stocker et consolider l'information jusqu'à la mémoire à long terme. En d'autres mots, ce n'est pas une technique efficace pour étudier puisque cette dernière ne t'aide pas à comprendre la matière. Elle ne sert qu'à mémoriser un concept. De plus, ce n'est pas la meilleure stratégie pour retenir la matière long terme, puisque l'information que tu viens de te souvenir est seulement codée dans la mémoire à court terme. Ainsi, nous serons obligés de répéter une dizaine de fois ce processus pour qu'elle soit codée dans notre mémoire à long terme. Le problème de la mémoire par cœur est qu'elle doit être répétée en permanence ou utilisée pour conserver la mémoire pendant une durée indéterminée. Plusieurs autres inconvénients accompagnent cette méthode d'étude. L'un des principaux est qu'elle ne permet pas une compréhension plus approfondie du sujet. Seuls les faits bruts d'un sujet tel qu'un vocabulaire ou des tables de multiplication sont mémorisés ou compris. L'apprentissage par cœur ne permet pas non plus d'établir des liens complexes entre les connaissances antérieures et les nouvelles connaissances. Il peut également être très difficile de comprendre un concept en n'utilisant que l'apprentissage par cœur. D'autres méthodes inefficaces d'étude incluent surligner ou souligner un texte et le relire, parce que ces activités sont faiblement liées à l'amélioration de l'apprentissage. C'est pourquoi Ali Abdaal a suggéré que les 2 éléments les plus essentiels de l'apprentissage sont la répétition espacée et l'apprentissage actif. Donc, en quoi consiste la répétition espacée ? La répétition espacée, aussi appelée SRS, de l'anglais Spaced Repetition System, est une technique d'apprentissage basée sur des révisions à intervalles réguliers, plus ou moins espacées. Plus l'élément à apprendre est ancré dans notre mémoire, plus les révisions peuvent être éloignées les unes des autres. L'intervalle des temps d'étude devient de plus en plus long à chaque fois qu'on réussit à se rappeler de l'info, puisqu'à chaque fois que tu récupères une mémoire, avec beaucoup d'intensité cognitive, les connexions seront plus fortes, donc la mémoire sera stockée plus longue. C'est pourquoi les intervalles d'étude deviennent de plus en plus longs à chaque fois qu'on réussit à consolider l'information. Cela est efficace, puisque la matière facile sera revue moins souvent, donc le cerveau aura plus de temps pour créer des connexions pour de la matière plus difficile à comprendre, puisque ces concepts reviendront plus souvent.
Une bonne stratégie proposée par Ali Abdaal est de rappeler activement la matière qu'on a apprise sans regarder les notes avant de passer à la prochaine matière. Étudier activement ne signifie pas surligner ou souligner un texte, relire ou mémoriser par cœur. Bien que ces activités puissent vous aider à rester engagé dans la tâche, elles ne sont pas considérées comme des techniques d'étude active et sont faiblement liées à l'amélioration de l'apprentissage, puisqu'elles ne nous encouragent pas à récupérer l'information stockée dans notre cerveau. Ali s'explique sur son site personnel, une étude de 2011 impliquant 4 groupes d'étudiants chargés d'essayer d'apprendre des mots en swahili, a révélé que le fait de se rappeler des informations même au cours d'une même session présentait des avantages considérables. Dans l'étude, un groupe n'a étudié les mots qu'une seule fois et, sans surprise, n'a pas obtenu de résultats impressionnants. Le second groupe, qui a vu chaque mot une fois et a dû se rappeler un mot une fois avant d'être testé, a obtenu de meilleurs résultats que le premier. Le troisième groupe, qui s'est souvenu des mêmes mots plusieurs fois, a obtenu des résultats similaires à ceux du groupe 2. Cependant, le plus intéressant est que le dernier groupe, qui a vu chaque mot, s'en est souvenu, puis a eu un écart de quelques mots de plus, avant de se rappeler à nouveau le premier mot. En d'autres termes, ils ont espacé leur rappel, s'est souvenu de près de 80% des mots qui lui avaient été donnés. Les élèves des 2 derniers groupes faisaient exactement le même travail, la seule différence étant que le rappel du 4e groupe était espacé par rapport aux groupes 2 et 3. Cette étude souligne non seulement la puissance de la mémoire active, mais fournit également des preuves solides de la puissance de la répétition espacée et de la façon dont nous n'avons qu'à restructurer légèrement votre révision pour obtenir une amélioration substantielle de notre capacité à mémoriser et à nous souvenir des informations. Comment la répétition espacée marche-t-elle ? Dans les applications de répétition espacée comme Supermemo et Anki, ils emploient le système Letme. Dans ce système, les cartes ayant reçu une réponse correcte sont avancées à la case suivante, tandis que les cartes ayant reçu une réponse incorrecte retournent à la première case pour un examen et une répétition plus agressif. Lorsqu'on parle de cas dans ce cas-ci, ces derniers sont les intervalles dans lesquels les cartes vont revenir à l'utilisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.